sound like a good idea from where I'm standing, I have to say. I'm not quite sure what else, we can do. Les salles ornées du palais de Kensington vibraient d'une tension inhabituelle. Il s'agissait du premier engagement public solo de la princesse Charlotte. Un événement conçu non seulement pour marquer une transition symbolique, mais aussi pour présenter la jeune princesse au monde. Les invitations avaient été minutieusement préparées, chaque détail chorégraphié, le jardin, les discours, les photographes. Pourtant, sous cette apparence polie, quelque chose de plus sombre se tramait. Les observateurs et les initiés de la famille royale spéculaient depuis des semaines sur les raisons pour lesquelles cet événement, parmi tous ceux qui se produisaient, avait une telle portée. Mais au sein du palais, l'enjeu n'était pas seulement symbolique, il était stratégique. Face à la confiance fluctuante du public envers la monarchie, notamment après des mois de manchettes critiques concernant la diminution des apparitions publiques du roi Charles et le déclin de l'influence de la reine Camilla, l'émergence d'une nouvelle génération était vitale. La princesse Charlotte représentait non seulement la continuité, mais aussi l'espoir, un pont entre tradition et modernité. L'événement se déroulait dans un hospice pour enfants du Surrey, un lieu soigneusement choisi, reflétant l'engagement croissant de Charlotte pour le bien-être des enfants, une cause défendue par sa mère, la princesse de Galles. Mais à l'approche du jour J, de discrets murmures parvinrent aux oreilles de la princesse Anne. Des rumeurs de modifications inhabituelles apportées au scénario de Charlotte, des rumeurs d'invitations de photographes de tabloïds moins fiables, des rumeurs d'un changement dans la garde-robe de Charlotte qui irait délibérément à l'encontre du protocole royal. Pour un observateur extérieur, ces détails pouvaient paraître insignifiants. Mais pour Anne, experte en politique de palais et gardienne du décorum royal, c'étaient des signaux d'alarme. Ce qui la troublait vraiment, c'était le ton du discours rédigé pour Charlotte. Bien qu'officiellement rédigé par des conseillers du palais et relu par des attachés de presse, Anne remarqua une dureté inhabituelle dans la formulation, un humour autodérision qui, sous une apparence légère, pouvait se transformer en moquerie virale. La phrase « Je sais que je ne suis qu'une petite sœur avec de grandes chaussures à remplir », cette phrase semblait délibérément conçue pour susciter des comparaisons défavorables avec le prince George. Pour une jeune fille d'à peine 10 ans, une telle phrase était non seulement inappropriée, mais potentiellement humiliante. Anne a discrètement demandé à voir la version finale, mais à ce moment-là, le document avait déjà été diffusé à de nombreux partenaires de presse. Les dégâts, s'il y en avait, étaient déjà en cours. Plus inquiétant encore, la robe choisie pour Charlotte aurait été choisie par un nouveau styliste en rotation. Bien que de créateur, la robe avait une silhouette désuète et jurait avec la tenue prévue de la reine. Une violation flagrante du code vestimentaire. Sous le regard brutal des tabloïds britanniques, Charlotte serait ainsi présentée comme une enfant au style dénué de grâce, susceptible de susciter moqueries et critiques acerbes. Une tendance inquiétante qui refait surface avec la médiatisation croissante de la royauté. La princesse Anne, femme d'action et de discrétion par excellence, comprit que quelque chose clochait, mais elle ne savait pas à qui faire confiance. En l'absence de Catherine, encore en convalescence après sa récente opération, Anne prit le relais. En coulisses, une activité silencieuse s'empara de lui. Elle convoqua le tuteur personnel et coach d'expression de Charlotte pour une rencontre discrète. « Réécris-le », ordonna-t-elle calmement, son expression ne trahissant aucune émotion. Faisant sa voix, pas celle de quelqu'un d'autre. Le coach, comprenant la gravité du ton d'Anne, obéit immédiatement. Mais qui pourrait bien orchestrer un tel plan ? Qui aurait intérêt à humilier un enfant devant les médias nationaux? Bien que tacites, des soupçons subsistaient à l'égard de certaines factions de la cour fidèle à la reine Camilla, dont l'influence s'était lentement érodée ces derniers mois. Avec la prise de contrôle croissante des fonctions royales par le prince William et le retour de Catherine salué par la presse et le public, Camilla se retrouva mise à l'écart. S'il y avait un moment pour déstabiliser subtilement le discours public de la famille Wells, ce serait bien celui-ci. Et utiliser Charlotte, symbole de leur héritage, serait l'outil le plus cruel, mais le plus efficace. Les tabloïds avaient déjà fait allusion à des tensions croissantes au sein du palais. Quelques semaines plus tôt, le Sunday Times a publié un article soulignant des chemins de plus en plus divergents entre le monarque et son héritier. Pendant ce temps, un Daily Mail, le chroniqueur, a fait remarquer de manière énigmatique que tous les conseillers du palais ne servent pas le même avenir. Dans ce sous-texte, les lecteurs expérimentés pouvaient sentir les frictions qui couvaient. Dans les jours précédant l'événement de Charlotte, les agents de la protection royale ont également constaté des demandes d'accréditation médiatique inhabituelles de la part de médias connus pour leurs titres salaces. Un tabloïd particulièrement agressif avait soumis une demande d'accès rapprochée à la scène invoquant une série de photos sur le développement de l'enfant. Une ruse, peut-être, pour immortaliser Charlotte dans ses moments de malaise. La princesse Anne, imperturbable, prit ses propres mesures. Elle examina personnellement la liste des invités limitant l'accès aux seuls journalistes de confiance. Elle fit troquer la robe de Charlotte contre une robe créée des mois plus tôt par Catherine elle-même. Intemporelle élégante et parfaitement adaptée à l'occasion. Elle réorienta discrètement les points de presse
pour mettre en avant l'engagement caritatif de Charlotte et non sa lignée. Et lorsque l'équipe informatique interne du palais a découvert que les fichiers originaux du discours avaient été consultés par un assistant subalterne lié au bureau privé de Camilla, Anne a su que ses soupçons étaient de fondés. Pourtant, aucune accusation formelle n'a été portée. Ce n'était pas la voie royale. Le palais allait avancer publiquement uni, mais derrière des portes closes, Anne se préparait à un règlement de compte. Au matin de l'événement, le parc de l'hospice du Surrey était immaculé, drapé de doux draps blancs et parsemé de fleurs printanières. La presse royale s'était rassemblée près de la cour, leurs objectifs prêts, tandis que des murmures bourdonnaient dans la zone d'accès réservée à la presse. Mais si tout semblait parfaitement en place aux yeux d'un non-initié, la princesse Anne se tenait à l'arrière-plan vigilante, les bras croisés, attentive aux moindres changements. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude subtile s'était transformé en une préoccupation plus délibérée. Et bien qu'Anne ait réussi à neutraliser certaines menaces visibles, réécriture du discours, changement de robe, restriction de l'accès à la presse, le sentiment persistait qu'il ne s'agissait que de la surface d'un complot bien plus profond. Elle avait déjà été témoin de ce genre de manœuvres calculées. D'ailleurs, elle en avait elle-même été la cible dans les années 1980 lorsque des rumeurs sur sa froideur et son manque de pertinence avaient été intentionnellement propagées par des factions rivales cherchant à la discréditer dans la vie publique royale. Tandis que Charlotte se préparait à l'intérieur, ajustant nerveusement les manches de sa robe, Anne entra. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. « Tante Anne, dit-elle d'une voix tremblante, ça va. » Anne l'observa, des chaussures cirées, un ruban saphir épinglé près de son col, et surtout le discours qu'elle tenait fermement entre ses mains. « Tu es plus que prête ?» répondit Anne avec une assurance sereine. « Ils attendent une princesse, montre-leur Charlotte. » Le moment de vérité est arrivé rapidement. Le petit jardin de l'hospice transformé en estrade, Charlotte s'avança. La foule applaudit poliment et les appareils photos déclenchèrent le déclic immortalisant la fillette de 9 ans pleine de sang-froid alors qu'elle commençait à parler. Ces mots désormais dénués de toute ironie condescendante étaient clairs et sincères. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de titre ou de tradition, il s'agit de gentillesse et de la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres. En coulisses, la princesse Anne resta vigilante, mais même elle n'aurait pu anticiper la manœuvre finale du camp adverse. Alors que Charlotte arrivait à mi-chemin de son discours, un léger bruissement près du premier rang attira l'attention d'Anne. Un photographe indépendant, jusque-là privé d'accès direct, avait réussi à franchir le cordon. Son appareil, nettement plus grand que celui standard de la presse royale, était déjà braqué sur Charlotte sous un angle bas et peu flatteur. Avant que la sécurité n'intervienne, il prit une rafale de clichés. L'instinct d'Anne s'éveilla. Elle fit immédiatement signe à l'assistant du palais, qui se trouvait à proximité, qui lui transmit l'ordre de faire escorter discrètement l'homme. Mais le mal était peut-être fait. De retour au palais ce soir-là, Anne retraça l'incident. Il était clair que quelqu'un avait autorisé les informations d'identification du photographe sous un autre nom. Une faille possible uniquement grâce à une autorisation interne. La signature, bien que modifiée numériquement, ressemblait à celle d'un membre de l'équipe élargie de Camilla. Mais Anne ne s'intéressait pas au scandale. Sa priorité restait de contenir et de corriger la situation. Elle ordonna à l'équipe média du palais d'inonder la presse d'images officielles du moment radieux de Charlotte, souriante, posée, encadrée par le personnel de l'hospice qui la soutenait en arrière-plan. Elle savait que la bataille narrative ne se jouait pas seulement avec les mots, mais aussi avec l'image. Et ça a marché. En quelques heures, les réseaux sociaux ont été inondés d'éloges. Elle a la grâce de Diana, un post lu, une future reine en devenir, lire un autre article. La page officielle du palais de Kensington, pour la première fois depuis des mois, a atteint une popularité mondiale. Couverture médiatique de BBC, le Times et même quand le Guardian fait la une des journaux, les débuts courageux de Charlotte, une princesse avec un but aidé. La famille Wales s'élève, mais à l'intérieur du palais, le silence régnait. Camilla n'a fait aucun commentaire et son service de communication n'a publié aucun communiqué. Le roi Charles, conscient du courant sous-jacent, mais peu désireux d'attiser les divisions internes, a respecté son calendrier. William et Catherine, toujours prudents quant à l'importance d'attirer l'attention sur d'éventuelles fractures, ont publié une brève note par l'intermédiaire de leur attaché de presse, remerciant l'hospice pour son travail incroyable. Pourtant, Anne savait que ce n'était pas la fin. Plus tard dans la soirée, elle était assise seule dans ses appartements, une tablette sur les genoux, diffusant les articles des tabloïds. La plupart des reportages célébraient désormais Charlotte, mais quelques médias marginaux, ceux-là même qui avaient exigé des accréditations inhabituelles, publiaient des photos destinées à cadrer la princesse maladroitement comme pour imiter une expression qui n'existait pas. Anne referma la tablette, un soupir s'échappant de ses lèvres. Elle avait gagné cette bataille, mais la guerre pour l'image, l'influence et l'avenir de la monarchie allait se poursuivre. Ce qui la frappait le plus, c'était la cruauté de la situation. Que quelqu'un de l'intérieur, puisse tenter d'humilier un enfant pour faire valoir son point de vue. Que l'institution qu'elle avait servie pendant des décennies puisse encore se retourner contre elle-même. Mais s'ils pensaient qu'Anne se retirerait et les laisserait gagner, ils avaient mal calculé. Ce n'était que le début.
Les jours suivants apportèrent un calme trompeur. Le public avait salué les débuts de la princesse Charlotte et les médias se tournèrent peu à peu vers d'autres sujets politiques internationaux, tensions économiques et même couverture des réussites scolaires du prince George. Pourtant, au palais, une tempête sourde grondait. La princesse Anne restait sur ses gardes. Elle savait pertinemment que ceux qui orchestrent des destructions subtiles frappent rarement une seule fois. Ce qui troublait le plus Anne n'était pas seulement la tentative de sabotage, mais la cible. Charlotte, encore en phase délicate de construction de son identité publique, s'était retrouvée dans la ligne de mire. Une enfant, un symbole d'innocence, de continuité. Et celui qui se cachait derrière cette manipulation l'avait fait avec une précision troublante. Le discours avant sa révision comportait plusieurs éléments alarmants. Si la plupart du public ne verrait jamais cette version, Anne en avait conservé une copie. Charlotte y était censée faire référence à ses nombreuses erreurs et à ses oublis parfois des règles royales. Ces mots prononcés par une enfant auraient de créer un précédent, une occasion pour les tabloïds de la présenter comme maladroite ou immature. Associée à des photos maladroites, de telles descriptions pouvaient santer une jeune princesse pendant des années. Et c'était précisément le plan. Historiquement, les médias britanniques ont déjà eu recours à de telles tactiques. La princesse Diana avait ouvertement déclaré avoir été livrée au loup durant ses premières années royales. L'expérience de Meghan Markle a prouvé que peu de choses avaient changé. Même le prince Harry dans ses mémoires. De Rechange décrit comment une guerre d'images calculées s'est déroulée entre les bureaux du palais et la presse. Anne a maintenant vu ces mêmes mécanismes testés sur la génération suivante. Des sources proches des correspondants royaux avaient commencé à murmurer ce que craignait Anne. Certains membres de l'équipe communication divulguaient des informations planifiées à des médias connus pour leur sensationnalisme. L'une de ces fuites incluait même la tenue originale de Charlotte, avant l'intervention d'Anne, accompagnée d'un commentaire suggérant que l'enfant manquait de l'élégance de sa mère. Il ne s'agissait pas de critiques fortuites. C'était un des arguments narratifs semés pour façonner l'opinion publique bien avant que Charlotte n'ait eu la possibilité de se définir. Et c'est allé plus loin. En coulisses, les analystes du Mi-5 chargés d'assister la sécurité royale signalaient parfois des menaces médiatiques, des articles ou des comptes d'influenceurs destinés à déstabiliser la position royale. Dans la semaine qui a suivi l'apparition de Charlotte, plusieurs publications sur les réseaux sociaux sont devenues virales, utilisant des images trompeuses pour remettre en question sa posture, son contact visuel, voire son choix de mots. Nombre de ces publications ont été amplifiées par des comptes robots provenant de pays étrangers obscurs, certains liés à des opérations de piège à clics, d'autres de manière effrayante à des trolls politiques nationaux. Pour Anne, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple sabotage de palais. Il s'agissait d'une campagne coordonnée. Et il ne s'agissait pas seulement de Charlotte, il s'agissait de saper la future maison de Galles. À la lumière de cela, Anne a demandé conseil à son allié le plus fidèle, le prince William. Ils se sont rencontrés en privé à Windsor, loin du personnel. William, qui gérait à la fois ses fonctions publiques et la convalescence de sa femme, semblait plus fatigué que d'habitude. Mais lorsqu'Anne lui a exposé le déroulement des événements, le discours, les photographes, la campagne sur les réseaux sociaux, il n'a pas protesté. Il a simplement demandé « Pensez-vous que cela vienne du côté de Camilla ?» Anne ne répondit pas directement. Je pense que cela vient de gens qui craignent l'ascension de votre famille. William marqua une pause. Alors c'est plus que de la jalousie, c'est une question de survie. En effet, nombreux étaient ceux au sein du système royal. Anciens courtisans, titres oubliés, alliés de longue date de la reine consort, qui s'étaient habitués à l'influence même en l'absence de popularité. Avec la santé déclinante du roi Charles, un phénomène encore non confirmé officiellement mais de plus en plus évident dans ses apparitions plus courtes et sa dépendance à l'égard de ses assistants, le vide du pouvoir se creusait. Guillaume et Catherine représentaient de l'avenir. Et cet avenir ne concernait pas tout le monde. Pour Anne, la stratégie à adopter exigerait de la subtilité. Une confrontation publique pourrait diviser la famille et envoyer des signaux dangereux au public et à la presse. Mais ne rien faire encouragerait ceux qui se cachent derrière. Elle a proposé une troisième voie, rehausser la notoriété de Charlotte par des initiatives positives et indépendantes. Au cours des 2 semaines suivantes, plusieurs annonces ont été discrètement faites. Charlotte serait nommée marraine d'une campagne d'alphabétisation pour enfants, ses œuvres figureraient dans un calendrier caritatif et elle co-animerait une collecte de fonds privés aux côtés de la reine Camilla pour un refuge pour victimes de violences conjugales. Une collaboration inattendue qui, bien que politiquement complexe, serait un vecteur d'unité. Anne savait ce qu'elle faisait. En plaçant Charlotte aux côtés de Camilla dans un environnement étroitement contrôlé, elle pouvait neutraliser les rumeurs de division tout en acculant les factions susceptibles de tenter un sabotage. Si la reine consort était publiquement alignée sur Charlotte, toute attaque future contre la jeune princesse porterait préjudice à Camilla elle-même. C'était un coup de maître, mais malgré ces manœuvres, Anne restait vigilante. Son équipe continuait de suivre les points de presse et une enquête discrète sur le réseau de communication interne du palais avait été ouverte. Cela prendrait du temps, mais la vérité finirait par éclater. Pendant ce temps, Charlotte prospérait.
Lors du lancement de l'alphabétisation, elle s'est exprimée avec assurance, son ton était clair et son message puissant, chaque enfant mérite une histoire. Son image encadrée par une lumière douce et tenant un livre pour enfants a orné les premières pages de Le Télégraphe l'Indépendant et même Bonjour Revue. Et pourtant, Anne ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était qu'un répit temporaire. Car lorsque l'ambition rencontre la tradition, lorsque des rivaux silencieux gravitent autour du trône, même les enfants ne sont pas en sécurité. La princesse Anne comprenait pertinemment que l'image publique de la famille royale ne se résumait pas à des sourires et des robes. Il s'agissait avant tout de perception d'héritage et de pouvoir. Et lorsque ce pouvoir se sentait menacé, même les plus innocents pouvaient devenir les pions d'une guerre invisible menée derrière les murs du palais. Après la réapparition triomphale de Charlotte, un soupir de soulagement collectif s'était fait entendre au sein de la famille Wales. Mais pour Anne, le silence qui suivit fut plus alarmant que n'importe quel titre. Les rouages subtils du sabotage n'avaient pas cessé de tourner, ils avaient simplement changé de tactique. Tout a commencé avec le personnel. Un remaniement soudain des assistants au sein du palais de Kensington a suscité l'indignation. Des assistants personnels de longue date de la princesse de Galles ont été réaffectés à d'autres services sans préavis. 2 attachés de communication proches de la famille ont démissionné brutalement, invoquant des problèmes de santé mentale et un épuisement professionnel. Mais les sources d'Anne ont raconté une histoire différente, pressions, intimidations, et dans un cas, menace présumée d'être mise sur liste noire pour tout futur emploi royal. Anne avait toujours respecté la loyauté tant envers la couronne qu'envers la vérité. Et ce démantèlement discret du soutien autour de Charlotte et de sa famille déclencha une sonnette d'alarme. Il semblait que quelqu'un cherchait à isoler les Wales de l'intérieur. Déterminée à ne pas laisser l'histoire se répéter, Anne demanda une faveur à un ancien chef de la sécurité royale désormais employé dans le renseignement privé. Ce qu'elle reçut fut édifiant. Un rapport confidentiel révélait des fuites internes concordant avec les horodatage des courriels, l'utilisation d'un VPN et des conversations confidentielles avec des attachés de presse. La source des fuites pointait vers un individu lié à une ancienne alliance de Clarence House, des individus ayant servi la reine Camilla durant ses premières années au sein de la famille royale. Cette découverte n'a pas surpris Anne. L'entourage de Camilla avait toujours été connu pour son engagement stratégique auprès des médias. Mais ce qui l'inquiétait, c'était l'évolution de leur approche d'une manipulation douce à ce qui frisait désormais la déstabilisation institutionnelle. Il y avait aussi du nouveau, une agence de relations publiques récemment engagée par la Maison royale avait commencé à diffuser discrètement des récits qui mettaient subtilement en avant les petits-enfants de la reine Camilla et notamment sa petite-fille Elisa sur la scène publique. Des articles promotionnels parus dans des magazines lifestyle décrivaient Elisa comme une personne naturellement royale, éloquente et prête à assumer de futures responsabilités. Cela ne semblait pas être un mal en apparence, mais face à des articles remettant en question l'intense emploi du temps public ou la surexposition de Charlotte, le motif devenait plus clair. C'était un contraste. Élever un enfant tout en érodant discrètement l'image de l'autre. Non pas par une attaque directe, mais par ce qu'Anne avait autrefois appelé le murmure de la comparaison. En public, Anne maintenait son rôle stoïque, digne et dévoué. Mais en privé, elle savait que le temps pressait. Les dernières visites du roi Charles à l'hôpital se faisaient de plus en plus fréquentes et malgré les assurances du palais, les hauts fonctionnaires se préparaient discrètement aux imprévus de la succession. Si Charles devait se retirer prochainement, Guillaume ne deviendrait pas roi immédiatement, mais son influence publique monterait en flèche et avec elle, la place de Charlotte dans la lignée royale se consoliderait. C'est précisément pour cette raison que les attaques se sont intensifiées. Anne a opté pour une voie plus audacieuse. Elle organiserait une réunion officieuse avec les rédacteurs en chef de l'U-Times et le Télégraphe des publications de longue date à la fois favorables au mouvement royaliste et ayant un poids éditorial. Elle n'y a pas cité de nom, mais a exprimé sa profonde inquiétude face à la politisation des enfants dans les reportages royaux. Elle a appelé à la retenue, à la dignité et à la clarté des faits, invoquant à la fois l'expérience tragique de Diana et le climat médiatique actuel aux États-Unis où les enfants de célébrités sont légalement protégés des paparazzis. Le résultat a été rapide et inattendu. En 72 heures, les 2 journaux publièrent des éditoriaux prônant un code d'éthique royal moderne pour la couverture médiatique des membres mineurs de la famille royale. Ce changement de ton se répercuta au-delà de Daily Mail couverture adoucie et même le Soleil a publié un titre favorable « Laissez Charlotte être une enfant ». Ce fut une victoire morale mais non sans réaction négative. Lors d'un entretien privé avec le conseiller en communication de Camilla, Anne a été accusée, indirectement, d'avoir attisé les tensions et coordonné une manœuvre médiatique. Anne n'a pas nié l'accusation, elle a simplement répondu « Si des enfants sont utilisés à des fins stratégiques, alors je serai leur bouclier ». C'était l'une des rares fois où Anne avait enfreint le protocole. Mais elle ne le regrettait pas. Son prochain geste était plus personnel. Lors de la messe de Pâques, à la chapelle Saint-Georges, Anne a fait en sorte que Charlotte marche entre elle et la duchesse d'Édimbourg, visiblement soutenue par 2 femmes influentes de la monarchie.
L'image a fait la une des journaux pour sa grâce, son symbolisme et surtout son contraste avec les rumeurs de la semaine précédente. Le message était clair, cet enfant est protégé, chéri et guidé. Cependant, la tension au sein de la famille royale continuait de couver. Derrière les grilles du palais, les rencontres devinrent de plus glaciales. Les petites politesses disparurent. Camilla et Anne ne se tenaient plus côte à côte lors des réceptions. Guillaume devint plus réservé, Catherine plus réservée. L'unité familiale, autrefois projetée lors des événements publics, semblait désormais de plus en plus orchestrée, fragile. Mais pour Anne, le prix en valait la peine, car derrière le spectacle, une guerre se déroulait dans l'ombre. Et dans cette guerre, les victoires discrètes comptaient. Un enfant protégé, un mensonge neutralisé, un membre du personnel loyal défendu. Et même si elle se tenait en grande partie seule, Anne n'avait aucune peur. Elle avait surmonté des épreuves bien plus difficiles. Et elle continuerait à protéger l'avenir, un acte de résistance silencieuse après l'autre. Le jour du gala d'été au palais de Buckingham arriva avec l'impatience habituellement réservée au couronnement et au jubilé. Ce devait être l'apparition la plus remarquée de la princesse Charlotte depuis la tentative orchestrée de salir son image publique. Et tous les regards, consciemment ou non, étaient de braquer sur elle. L'enjeu était on ne peut plus important, même si la foule souriante était loin de se douter de la partie d'échecs silencieuse qui se déroulait entre les murs du palais. Dans les salles dorées, la tension se faisait sentir sous la surface polie. La reine consort Camilla avait insisté pour prononcer le discours d'ouverture. Guillaume accepta publiquement, mais en privé modifia subtilement le récit de l'événement. Anne, fidèle à sa promesse, veilla à ce que Charlotte occupe le devant de la scène au sens propre comme au sens figuré. Cette fois, chaque détail avait été scruté avec précision. Sa robe était simple mais saisissante, un ensemble bleu pâle créé par un jeune couturier britannique, l'un des jeunes créateurs préférés de Catherine. Le choix était délibéré, un clin d'œil à la modernité et à la force tranquille. Pas de bijoux lourds, pas de silhouette imposante, juste Charlotte posée avec la grâce et l'assurance d'une personne bien au-dessus de son âge. Avant d'entrer sous les projecteurs, Anne s'agenouilla pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Personne ne put entendre ces paroles, mais les observateurs remarquèrent que Charlotte hochait légèrement la tête puis prenait une inspiration, comme si on lui avait remis une armure invisible. Et puis elle a marché. Des applaudissements ont fusé lorsqu'elle a pris place à la tribune aux côtés de son père. William a ouvert la cérémonie par un discours bref mais touchant sur la prochaine génération qui portera nos valeurs communes. Puis dans un geste non annoncé dans l'itinéraire officiel, il s'est écarté et a fait signe à Charlotte. Un frisson parcourut l'auditoire. Charlotte n'était pas inscrite comme intervenante. Tenant une petite carte, elle commença. « Merci d'être là ce soir. Nous célébrons non seulement la tradition mais aussi la gentillesse, la résilience et la confiance mutuelle. » Les mots étaient simples, mais son discours clair et sans faille a brisé le décorum poli de la salle. Les applaudissements étaient chaleureux et sincères. Même les photographes de presse, habitués à immortaliser les maladresses et les poses guindées, se sont laissés emporter par la sincérité de l'instant. Anne se tenait à l'arrière-plan, bougeant à peine, mais ses yeux ne quittaient jamais Charlotte. Ce moment avait été mérité pas offert, et pourtant tout le monde n'a pas souri. Camilla, assise au bout du premier rang, gardait son calme. Mais ceux qui la connaissaient bien pouvaient déceler une légère tension dans sa mâchoire. Le discours de la reine consort qui suivit fut bref et remarquablement calme. Elle évita de mentionner directement le discours de Charlotte, se concentrant plutôt sur l'importance du patrimoine et la reconnaissance de ceux qui ont bâti l'héritage de la couronne. Un message voilé, un message qui n'est pas passé inaperçu. Ce soir-là, les gros titres furent immédiats. La princesse Charlotte vole la vedette, lire de Guardian. Une future reine en devenir, a déclaré la BBC. Même les médias, souvent critiques envers la monarchie, ont loué son intelligence émotionnelle et son sang-froid sous pression. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans l'opinion publique. C'était la solidarité discrète manifestée par la famille Wales et les remparts qu'Anne avait contribué à fortifier en coulisses. Ce qui a suivi dans les jours suivants était un changement trop subtil pour être couvert par les tabloïds, mais sismique dans les cercles du palais. Certains collaborateurs de haut rang, connus pour leur affiliation à des factions historiques, ont été mutés à des postes de consultants externes. Une révision interne des protocoles de presse longtemps retardée a été soudainement accélérée. Plus particulièrement, le cabinet chargé de gérer les relations avec les médias de la reine Camilla a été discrètement licencié. Le communiqué officiel faisait état d'un réalignement stratégique. En réalité, c'était une purge. Mais Anne n'avait pas fini. Elle a programmé une interview officielle avec un journaliste respecté de la BBC. Sa première depuis près de 10 ans. Bien que le sujet ait porté sur son action caritative équestre à mi-chemin, elle a viré vers un terrain plus poignant. La monarchie, a-t-elle déclaré, repose non seulement sur la tradition, mais aussi sur le bien-être de son peuple et en particulier de ses enfants. Si nous laissons l'ambition prendre le pas sur le souci du bien-être, nous perdons l'essentiel. C'était aussi proche d'une réprimande publique que le permettait le protocole royal. Pourtant, elle a eu un impact considérable. Des extraits de l'interview sont devenus viraux. Les observateurs de la famille royale ont loué le sens politique d'Anne. Les groupes de défense des jeunes ont salué l'importance qu'elle accordait à la protection émotionnelle.
Même les médias étrangers comme Le Monde et le Miroir Hill a souligné ces propos, la présentant comme la boussole morale silencieuse d'une monarchie sous surveillance. Mais à l'intérieur du palais, les ondulations se sont transformées en vagues. Les apparitions publiques de Camilla diminuèrent. Lorsqu'elle participait à des événements, l'image était soigneusement contrôlée. William, autrefois réticent à s'immiscer dans les affaires internes de la famille, s'affirma davantage. Quant à Charlotte, désormais clairement symbole de l'avenir de la famille, elle était protégée non seulement par Anne mais par toute une institution désormais consciente de sa responsabilité. Le dernier acte de la soirée de gala eut lieu lorsque Charlotte, entourée de William et Catherine, alluma une lanterne de cérémonie en l'honneur de la défunte reine Élisabeth II. Alors que la flamme flamboyait et qu'une lumière dorée dansait sur la façade de pierre du palais, un silence s'abattit sur la foule. Pendant un instant brillant, le présent et le futur ont coexisté intacts, sans complexe et lumineux. Derrière elle, Anne recula dans l'ombre, sa mission accomplie pour la soirée. Mais même lorsque les caméras se détournèrent, elle savait que le véritable combat continuait. Toutes les menaces ne portaient pas un masque de malice. Certains souriaient, poliment lors des réceptions, d'autres sirotèrent du champagne en citant des anecdotes familiales. Et pourtant, dans un monde de silence stratégique, Anne avait trouvé sa voie non pas dans des discours, mais dans l'action. Charlotte avait brillé parce que quelqu'un avait osé la protéger. Ce faisant, elle avait rappelé à la monarchie et au monde que même la plus petite flamme farouchement protégée pouvait éclairer le chemin. Au fil des semaines qui suivirent le gala, l'atmosphère au sein du cercle royal devint à la fois calme et tendue, un paradoxe connu seulement de ceux qui connaissent le théâtre unique qu'est la vie royale. La princesse Anne avait remporté une victoire silencieuse, mais la victoire au sein de la maison de Windsor n'eut jamais de prix. Son corps commença à trahir des signes d'épuisement. Pour celle qui fut longtemps considérée comme l'épine dorsale de la monarchie, le simple murmure de sa demande de reporter un engagement antérieur suscitait l'inquiétude. Ses proches remarquèrent un léger ralentissement de sa démarche, un léger retard dans ses réponses. Le public n'en savait rien, Anne restait stoïque à chaque apparition, mais en privé le bilan s'alourdissait. Pourtant, elle refusait de s'arrêter. Tandis que d'autres membres de la famille se réfugiaient derrière des déclarations circonstanciées et des engagements contrôlés, Anne a discrètement élargi son action. Elle a commencé à rencontrer davantage d'organismes de santé mentale pour les jeunes. Dans une démarche qui a suscité à la fois des éloges et une désapprobation royale subtile, elle a organisé une visite privée dans une école de Croydon où elle a discuté directement avec les élèves du harcèlement de la force émotionnelle et de l'importance des espaces sûrs sans la moindre caméra à l'horizon. C'est là qu'elle aurait déclaré « Le courage ne se manifeste pas toujours haut et fort. Parfois, il suffit d'être présent même quand on a peur. » Un enseignant a ensuite partagé cette citation de manière anonyme, et elle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, associée à des images de Charlotte lors du gala et d'Anne elle-même datant de plusieurs décennies. Cela n'a fait qu'accentuer la surveillance de ceux qui, au sein du palais, résistaient encore à l'influence d'Anne. Un haut conseiller royal l'aurait accusé de mélanger le devoir et le défi. Pourtant, même eux ne pouvaient nier l'effet de sa campagne discrète. La confiance du public dans la monarchie avait légèrement augmenté chez les jeunes, un phénomène rare dans les sondages royaux modernes. Mais l'acte de justice final d'Anne n'avait pas encore eu lieu. Il s'agissait d'un document confidentiel discrètement glissé dans le dossier hebdomadaire du roi. Préparé par un proche collaborateur d'Anne, ce document contenait des comptes rendus détaillés de malversations, des chronologies vérifiables de manipulation du personnel, des pressions avérées sur des collaborateurs subalternes et des efforts médiatiques stratégiques visant à déstabiliser la famille galloise. Il ne mentionnait pas directement la reine Camilla, mais ses implications étaient impossibles à ignorer. Ce qui a suivi n'était pas une confrontation, mais un réétalonnage. Le roi Charles, de plus en plus fragile et conscient de la fragilité de la position de la monarchie, à long terme convoqua une réunion privée avec Guillaume Anne et le lord chambellan. Des sources internes qualifièrent le ton de « mesuré » mais ferme. Si les détails n'ont jamais filtré, ce qui fut rendu public peu après en dit long, une étude interne complète fut commandée sur le fonctionnement de la maison royale. Des termes comme clarté éthique, alignement de la succession et des stratégies de représentation des jeunes commencèrent à apparaître dans les briefings. Le plus révélateur est que la reine Camilla ait définitivement renoncé à tout parrainage en faveur de la jeunesse. Cette annonce, présentée comme une initiative visant à laisser la place à de nouvelles voix pour la prochaine génération, a constitué pour les observateurs de la famille royale un changement de cap indéniable. Anne, comme à son habitude, ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Ses actions avaient déjà redessiné la carte. Lors d'une autre rencontre publique à Windsor Gardens, Charlotte a de nouveau accompagné ses parents. Cette fois, elle n'était pas seulement une enfant à leur côté, elle a salué des dignitaires, échangé quelques mots avec des journalistes et même répondu avec humour à la question d'un jeune participant. Les photographes l'ont adorée, non pas parce qu'on leur avait demandé de l'aider, mais parce qu'elle était devenue incontournable. Ce soir-là, alors que la famille Wales quittait la salle, Anne se tenait à distance à l'écart des projecteurs.
Elle hocha la tête tandis que Charlotte se retournait et lui faisait signe. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas orchestré, mais c'était suffisant. Derrière elle, un membre de la presse a demandé « Est-ce qu'on verra davantage la princesse Charlotte maintenant, madame ?» Anne se retourna, marqua une pause puis dit « Tu la verras quand elle sera prête, et seulement à ce moment-là. » C'était une déclaration simple, mais au-dessous se trouvait un message adressé à tous ceux qui regardaient l'avenir de la monarchie ne seraient pas précipités, manipulés ou sacrifiés à des jeux de palais. Et Charlotte, bien qu'encore jeune, n'était plus seulement un symbole de continuité, mais aussi une enfant enfin autorisée à grandir selon ses propres conditions. Au final, Anne a payé un prix personnel. Son absence prolongée à certaines réceptions de haut rang a suscité des spéculations sur sa santé. Des rumeurs suggéraient qu'elle suivait des traitements préventifs. D'autres affirmaient qu'elle avait mérité son droit de se retirer. Mais Anne avait toujours compris que dans la royauté, se retirer n'était pas un repli sur soi, mais une stratégie. Elle avait passé toute sa vie au service de la couronne. Mais durant ces mois, elle avait accompli quelque chose d'encore plus difficile, elle l'avait protégée de l'intérieur. Alors que les derniers jours de l'été cédèrent la place à l'automne, le palais retrouva son rythme habituel. Mais quelque chose avait changé. Un discret rééquilibrage des loyautés, un léger réaménagement des véritables influences. Et à travers tout cela, l'image qui persistait n'était pas celle d'un trône ni d'une couronne, mais celle d'une jeune fille debout, seule, guidée par la force tranquille d'une tante qui n'avait jamais besoin de gloire, seulement de justice.